C'est fou le contraste, hein. Complètement. Aujourd'hui, on plonge dans une des archives numériques les plus bizarres et fascinantes d'Internet, en fait. C'est une playlist qui s'intitule Attention, c'est précis, Magasin des pierres dites Météorites des Farms, Mouzane. Tout un programme. C'est géré par une chaîne qui s'appelle RM Tones, avec un petit drapeau marocain dans le pseudo. On parle de quoi? De 141 vidéos? Ouais, pour un peu plus de 11 000 vues cumulées sur l'ensemble. Voilà. Et c'est pas du tout une publication scientifique propre, c'est vraiment une vitrine brute, sans aucun filtre, de pierres récoltées en plein milieu du Sahara. Et c'est justement l'intérêt de cette source, sa nature hybride. Ce catalogue non classifié, il nous jette direct dans une zone de friction incroyable. C'est la frontière entre, d'un côté, la rigueur clinique de la géologie planétaire et de l'autre, l'immédiateté totale d'une plateforme grand public comme YouTube. Ouais, le choc des deux mondes, quoi. C'est ça. Le vrai défi ici, c'est de comprendre comment un collectionneur amateur essaie de documenter et surtout de légitimer des roches spatiales potentielles. Le tout face au chaos de l'algorithme et au scepticisme des gens. D'ailleurs, avant même de parler du contenu des vidéos, il y a un truc géographique qui saute aux yeux quand on lit les titres. Osserd, Tishla, Layoun, Dakhla, Midelt. Mhm. Ça dessine littéralement une carte du sud marocain et du Sahara. Mais attends, moi il y a un truc qui me chiffonne. Les étoiles filantes, les météorites, elles s'écrasent de façon complètement aléatoire sur Terre, non? Bah oui, absolument partout. Alors pourquoi ce créateur en particulier a l'air de, je sais pas, de trébucher sur des météorites tous les 4 matins en plein désert? Il y a une anomalie magnétique sous le sable ou c'est juste un énorme biais de sélection? Non, non, le magnétisme de la région a rien à voir là-dedans. En fait, c'est purement une question de chimie et de contraste visuel. Ah ouais? Comment ça? Bah, imagine une roche, bien noire, blindée de fer, extraterrestre, qui tombe dans une forêt en Europe ou, je sais pas, dans la jungle amazonienne. D'accord. Avec l'humidité ambiante, les acides du sol, la pluie, le gel, ben cette roche, elle va s'oxyder et se faire détruire en quelques siècles, voire quelques décennies. Elle rouille en gros. Exactement, elle rouille, elle disparaît dans le paysage. Alors que dans le Sahara, l'aridité extrême fige le processus d'altération chimique. Le fer de ces météorites rouille quasiment pas. Ah oui, c'est super sec, donc ça bouge pas. Voilà. Elles peuvent rester intactes pendant des dizaines de milliers d'années. Et en plus, elles sont posées sur une surface souvent plane et claire, le sable ou la rocaille claire, qui agit comme une immense toile blanche. C'est le fond parfait pour repérer une pierre noire en fait. Exactement. C'est le contraste parfait. Donc c'est pas le désert qui les attire, c'est juste qu'il les met sous cloche, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais, mais il y a un autre truc qui me laisse perplexe, c'est la diversité délirante de ce qu'il prétend avoir dans son inventaire. Le catalogue mentionne des météorites lunaires, des roches de Mars, des météorites vertes et même des chondrites de type H ou L. Ouais, le vocabulaire est assez technique. Grave. Pour quelqu'un qui n'a pas de doctorat en astronomie, moi, H et L, ça me fait penser à des tailles de t-shirt ou à des cartouches d'encre pour l'imprimante, tu vois. Ça veut dire quoi concrètement ces classifications? En fait, ces lettres décrivent l'architecture chimique à l'intérieur de la roche. Plus particulièrement sa teneur en fer. Les chondrites, c'est les reliques les plus anciennes, les plus primitives de notre système solaire. Ok. Elles n'ont jamais fondu depuis leur formation il y a 4 milliards et demi d'années. Donc la lettre H, c'est pour high iron, donc une forte teneur en fer. Ah d'accord, H pour high. C'est ça. Et L pour low iron, donc faible en fer. Le créateur de la chaîne utilise ces termes pour prouver qu'il s'y connaît, qu'il a une expertise technique. Il montre pas de blanche. Voilà. Mais le truc, c'est que prétendre détenir une achandride martienne, par exemple, comme il le fait dans certaines vidéos, c'est affirmer posséder un des matériaux les plus rares sur Terre. Bah oui, c'est bien de Mars, quoi. Exactement. C'est des fragments qui ont été arrachés à Mars par des impacts d'astéroïdes gigantesques qui ont voyagé dans l'espace pour finir par croiser notre orbite. Mais du coup, ça soulève un problème de crédibilité énorme. Si c'est si rare, statistiquement parlant, comment on peut savoir ce qu'on regarde sur une simple vidéo YouTube compressée en 720p? C'est tout le problème. Je veux dire, n'importe qui peut se balader dans le désert, ramasser un caillou un peu sombre et le filmer. Derrière un écran, il n'y a pas un risque monumental que ces supposés trésors soient juste de vulgaires cailloux terrestres. Le risque est omniprésent. C'est même le pire cauchemar des chasseurs de météorites. Tu m'étonnes. Sur ces vidéos, il essaye de prouver l'origine spatiale avec des indices visuels, surtout en montrant ce qu'on appelle la croûte de fusion. La croûte de fusion, c'est la partie brûlée?
c'est ça? Ouais, c'est la fine couche externe de la roche qui a littéralement fondu, qui s'est transformée en plasma quand la météorite est entrée dans l'atmosphère à des dizaines de milliers de kilomètres heure. Ça fait comme un enrobage moire. Voilà. Et la chaîne montre aussi des petits tests avec des aimants en direct pour prouver qu'il y a du fer extraterrestre dedans. Sauf que, attends, un aimant qui colle à une pierre, ça prouve absolument rien si. Il y a plein de minéraux purement terrestres qui réagissent aux aimants. Exact. La magnétite, l'hématite, ce sont des roches bien de chez nous qui attirent les aimants. Et pour la croûte de fusion, j'imagine que le désert, avec sa chaleur et le temps, il a ses propres méthodes pour noircir les cailloux, non? Ah, mais l'illusion peut être parfaite. Dans les milieux arides, certaines roches terrestres développent ce qu'on appelle un vernis désertique. Un vernis désertique? Oui, ce sont des couches microscopiques d'oxyde de fer et de manganèse qui sont fixées par des bactéries sur des milliers d'années. Ça donne à la pierre un aspect noir, super lisse, qui a l'air un peu fondu. Le piège total. Totalement. Prends un basalte terrestre, bien poli par le sable et le vent, on appelle ça un ventifacte, et ben ça va ressembler à s'y méprendre à une météorite toute fraîche. C'est fou. Donc les aimants et l'aspect visuel, c'est sympa sur le terrain, c'est un bon premier filtre, mais c'est fondamentalement insuffisant pour établir une vraie preuve scientifique. C'est là qu'on entre en plein dans ce que j'appellerais le paradoxe de l'authentification. D'un côté, il te met en scène ses trouvailles de façon super spectaculaire, mais de l'autre, la description de sa playlist avoue carrément une vulnérabilité totale. C'est très transparent, ouais. Je cite la description de la chaîne, il dit « Ce sont des météorites non classées. Elles attendent beaucoup d'analyses scientifiques dans les laboratoires pour connaître leurs histoires. » Et dans la vidéo 81, il va même jusqu'à dire « Pour être sûr que la pierre que vous avez est une météorite, le laboratoire s'est fait pour ça. » C'est une humilité assez remarquable en fait. Ça montre bien la rigueur du marché amateur. Parce que derrière toute l'adrénaline de la chasse au trésor, il y a une vraie soumission au processus scientifique. Il sait qu'il n'a pas le dernier mot. Exactement. Le labo, c'est le seul vrai tribunal capable de dire OK, ça c'est terrestre ou ça c'est une météorite. Les chercheurs, ils s'en fichent de l'apparence de la pierre. Ils vont regarder au microscope, ils vont mesurer les ratios des isotopes d'oxygène. Les isotopes, c'est-à-dire Et par exemple, le ratio entre l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Ces signatures, c'est un peu comme des empreintes digitales cosmiques. Si le ratio correspond pas à ce qu'on trouve sur Terre, bah la roche vient d'ailleurs. Point final. Donc, si je résume, ces pierres qu'il montre, ce sont en réalité des billets de loterie non grattés? Belle métaphore, oui. Tant que le spectromètre de masse d'un chercheur n'a pas fait son boulot, la valeur de la pierre reste purement théorique. Soit tu tiens dans ta main le noyau d'un astéroïde vieux de 4 milliards d'années, soit c'est juste un caillou qui a déboulé d'une colline le mois dernier. C'est le grand écart. Mais attends, les analyses en labo, ça prend des mois. Ça coûte hyper cher, faut envoyer des petits morceaux à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce qui fait le créateur pendant cette interminable salle d'attente scientifique? Eh bien, la roche doit continuer d'exister socialement et économiquement. Donc, vu qu'il n'a pas encore son certificat scientifique officiel, la chaîne bascule dans des registres un peu alternatifs pour maintenir la valeur de l'objet. Ah ouais? Genre quoi? On observe une vraie transition. On passe de la géologie pure et dure à la lithothérapie. Il y a des vidéos qui commencent à promouvoir des pierres de bijouterie thérapeutique ou des pierres précieuses pour la thérapie. Waouh! Passer d'un fragment du système solaire à un, je sais pas, un petit gris-gris thérapeutique, c'est un sacré grand écart. Comment tu justifies ça auprès d'un public qui venait pour de la science à la base? En fait, il n'a pas besoin d'une justification scientifique stricte pour que ça résonne culturellement parlant. Ce besoin humain d'attribuer des pouvoirs mystiques ou curatifs à des objets rares, c'est super ancien. Oui, c'est vrai, les amulettes et tout ça. Pense aux dagues forgées dans du fer de météorite par les anciens Égyptiens. Le raisonnement implicite de cette chaîne, il est hyper intéressant. En gros, si la roche peut pas encore être monétisée comme un objet scientifique officiel, ben son aura cosmique suffit à la vendre comme un outil énergétique. Le mystère devient le produit. Exactement, le mystère devient le produit. Et ce mystère cosmique, il va même glisser vers le divin, non? Parce qu'il y a une grande partie de ces archives qui ne se contentent pas de juste montrer des cailloux en silence. Oui, la dimension religieuse est très présente. Le gars expose ses roches avec des récitations de sourates du Coran en fond sonore. J'ai noté la sourate Al-Burouj, At-Taharim et Al-Inshikak. Ce mélange des genres science, lithothérapie et religion, c'est frappant. Ce choix de texte est tout sauf un hasard. C'est une vraie tentative de sacralisation de la géologie. La sourate Al-Burouj, par exemple, elle évoque les constellations, le ciel avec ses châteaux d'étoiles. Ok, donc le lien avec l'espace. Voilà. Al-Inshikak décrit carrément la déchirure du ciel. Dans l'imaginaire de l'humanité, un objet qui tombe du ciel, c'est presque jamais vu comme un simple tas de minéraux. C'est perçu comme un message.
Un signe de là-haut. C'est ça. En mettant ces récitations sur les vidéos de météorites, le créateur comble le vide en attendant le laboratoire. Il transforme un simple caillot noir en un pont physique entre la Terre et le ciel. Donc on a la géologie, la thérapie de bien-être et la religion. C'est un millefeuille thématique impressionnant. C'est très dense. Mais là, attention, en fouillant bien la playlist, on tombe sur une anomalie qui casse, mais alors complètement, ce cadre mystique et scientifique. La fameuse vidéo numéro 63. Ah, on y vient. Au milieu des cailloux de l'espace et des prières, qui font aller quelques centaines de vues, bam, apparaît une vidéo de 19 minutes qui s'intitule «J'ai regretté d'avoir acheté de l'huile. Après avoir connu la méthode du mixeur, impossible d'en racheter». Une recette de cuisine? Une recette de cuisine virale tirée d'une autre chaîne. Et le compteur de vues, 6,5 millions. C'est un énorme bug dans la matrice. Comment une astuce pour faire de l'huile au mixeur atterrit au milieu d'un catalogue de météorites marocaines? Ça paraît complètement absurde en surface, je te l'accorde. Mais en fait, c'est là qu'on touche au fameux secret pour que les vidéos soient connues par les meilleurs outils de recherche. Ah d'accord, donc c'est délibéré. Oh oui, ça illustre parfaitement comment fonctionnent les algorithmes de recommandation. Parce que, soyons clairs, YouTube, y comprend rien à la poésie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un coin vraiment fascinant d'Internet. Imaginez une chaîne YouTube qui est en fait une sorte de boutique. Mais attention, on ne parle pas de produits classiques. Non, là, on a un catalogue numérique de roches. Et pas n'importe quelle roche, des pierres qui viendraient, supposément, de l'espace. Ok, on y va. Le truc qui saute aux yeux, c'est le titre de la playlist principale sur cette chaîne, RM Stones. C'est écrit noir sur blanc, magasin des pierres, dites météorites. Ce tout petit mot, dites, eh bien il change tout, c'est vraiment la clé. Ça veut dire que ce n'est pas un magasin de météorites, mais un magasin de pierres qu'on dit être des météorites. Et cette petite nuance, elle n'est pas là par hasard, croyez-moi. C'est ça qui ouvre la porte à tout le mystère. Du coup, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste, un magasin de prétendus météorites? Est-ce que c'est une manière de se protéger, une sorte de prudence? Ou est-ce que c'est un aveu qu'on n'est pas sûr de ce qu'on vend? Ou alors, est-ce que c'est carrément une stratégie marketing super maligne? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, avant de regarder les pierres de plus près, il faut savoir d'où elles viennent, parce que leur origine, c'est déjà un indice super important. Alors voilà, toutes ces pierres, elles viennent du même endroit, le désert du Sahara au Maroc. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance. Pourquoi? Parce que le Sahara, c'est un des meilleurs spots au monde pour les chasseurs de météorites. Le climat est tellement sec que les roches sont super bien conservées, parfois pendant des milliers d'années. Et puis, avec ce paysage à perte de vue, c'est beaucoup plus simple de les repérer. Donc pour l'instant, le contexte y tient la route, c'est tout à fait plausible. Et ce n'est pas tout. La chaîne va même plus loin. Elle donne des noms de lieux précis pour la collecte. Tishla, Smara, Dakhla. Ça ancre vraiment le récit dans la réalité. Ça donne un poids géographique à ces pierres qui pourraient, qui sait, venir d'ailleurs. Ok, on a le lieu, maintenant parlons des pierres elles-mêmes. Et là, accrochez-vous parce que c'est là que ça devient complètement fou. Les affirmations qu'on trouve sur cette chaîne, c'est juste vertigineux. Alors, premier exemple. Le titre d'une vidéo annonce, ni plus ni moins, une chondrite lunaire. Oui, oui, une pierre qui viendrait de la Lune. Il faut savoir que les météorites lunaires, c'est ultra rare, ça vaut une fortune. Donc là, l'affirmation, elle est juste spectaculaire. Autre chose qui revient souvent, les météorites vertes. La couleur, c'est un super appât visuel. Ça suggère tout de suite une composition chimique un peu spéciale, un truc qui sort de l'ordinaire. Forcément, ça attire l'œil des collectionneurs. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une vidéo dont le titre est littéralement « Regardez une météorite avec de l'or à l'intérieur ». Alors là, une météorite avec de l'or, ce serait une découverte scientifique mais aussi financière monumentale. C'est le genre de truc qui change une vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas au côté scientifique. La chaîne explore aussi le potentiel commercial et même un peu métaphysique. On voit des titres comme météorites de bijouterie ou pierres précieuses pour la thérapie. En gros, on élargit le public. On ne vise plus seulement les collectionneurs de météorites, mais bien plus de monde. Et c'est là vraiment qu'on arrive au cœur du problème, au cœur de cette histoire. Il y a cette tension constante, ce grand écart entre des affirmations incroyables et le besoin de preuves, de vraies preuves. Regardez, c'est ça qui est fascinant. C'est un schéma qui se répète tout le temps. D'un côté, on a des promesses de dingue. Météorite exceptionnelle, peut-être de la planète Mars. Et de l'autre, juste à côté, parfois dans la même phrase, il y a toujours cette petite phrase qui ramène sur Terre. Il faut des analyses. Ou encore, le Mourtabarot est la solution. Ce qui veut dire, les laboratoires sont la solution. C'est comme si chaque affirmation incroyable
était immédiatement suivi d'un avertissement. Attention, sans analyse scientifique, tout ça, ce n'est que de la spéculation. Et cette ambiguïté, en fait, elle n'est pas du tout cachée. Au contraire, on a l'impression que c'est le cœur même du projet. D'ailleurs, la chaîne le dit elle-même de manière plutôt transparente. Voilà ce qu'on peut lire dans la description de la playlist. Et ça résume tout à la perfection. Je cite, ce sont des météorites non classés, ils attendent beaucoup d'analyses scientifiques dans les laboratoires pour connaître leurs histoires. Au final, ce qui est vendu ici, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des possibilités. Chaque pierre n'est pas un objet avec une étiquette, c'est un mystère en puissance. Donc, au bout du compte, cette boutique un peu spéciale de prétendus météorites, elle se trouve pile à l'intersection de plusieurs mondes. L'espoir, le commerce et la science. Chaque roche est en fait une promesse. La promesse d'une origine lunaire, d'une composition unique ou d'une histoire venue du fin fond du cosmos qu'on ne connaît pas encore. Et donc, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si ces pierres sont authentiques ou non. La vraie question, c'est quelles sont les histoires qui sommeillent à l'intérieur de ces pierres en attendant d'être découvertes. Regular gray stone. This one has a weird texture. It might have this strange kind of dark metallic sheen to it. Or maybe it feels unusually heavy. Yeah, heavy is usually the big giveaway. Exactly. So you pick it up, you turn it over in your hand, and this tiny, thrilling question just pops into your head. Is this worth something? Have you ever done that? Oh, absolutely. I mean, it is a nearly universal human instinct. We are biologically hardwired to scan our environment for anomalies like that. It's like when something just breaks the visual pattern of the regular dirt, right? Yeah, exactly. When it breaks the pattern of regular dirt and granite, our brain flags it. We inherently just want to find the hidden gem. But usually the reality is pretty mundane. I mean, we toss the rock back into the brush and we just keep walking. Most of the time, yeah. Right. But today's deep dive is entirely about the people who don't toss it back. We are exploring this massive, complex, and frankly bizarre digital ecosystem, all dedicated to amateur geology, desert treasure hunting, and meteorites. And we're doing this by looking at a very specific digital artifact. Rather than reading a textbook on geology today, we are analyzing a snapshot of an online video platform's recommendation feed. So we can see how this community actually operates in the wild. Exactly. We're looking at the algorithm. And our starting point, like our ground zero for this whole exploration, is a rather unassuming video titled Learn About Rare Desert Stones. It's by a creator named RM Stones. Which, on its own, only has about 1,700 views. Yeah, 1,700 views, which isn't exactly going viral, but it acts like a digital keyhole. When you look through it, when you analyze the sidebar of recommended videos and see what the algorithm tightly associates with it, you uncover this sprawling subculture. It's completely fascinating once you dig in. So, okay, let's unpack this. Because we are looking way past just rocks here. We're looking at a modern world of dreamers, citizen scientists, and some truly wild algorithmic behavior. It really serves as a perfect microcosm of how the internet takes a physical, ancient human activity like foraging the earth and turns it into this hyper-connected phenomenon. The scale of that phenomenon is what surprised me first, honestly. I mean, we aren't talking about a few dozen geology enthusiasts chatting in a forum. Not at all. There is a video in regular gray stone. This one has a weird texture. It might have this strange kind of dark metallic sheen to it. Or maybe it feels unusually heavy. Yeah, heavy is usually the big giveaway. Exactly. So you pick it up, you turn it over in your hand, and this tiny, thrilling question just pops into your head. Is this worth something? Have you ever done that? Oh, absolutely. I mean, it is a nearly universal human instinct. We are biologically hardwired to scan our environment for anomalies like that. It's like when something just breaks the visual pattern of the regular dirt, right? Yeah, exactly. When it breaks the pattern of regular dirt and granite, our brain flags it. We inherently just want to find the hidden gem. But usually the reality is pretty mundane. I mean, we toss the rock back into the brush and we just keep walking. Most of the time, yeah. Right. But today's deep dive is entirely about the people who don't toss it back. We are exploring this massive, complex, and frankly bizarre digital ecosystem, all dedicated to amateur geology, desert treasure hunting, and meteorites. And we're doing this by looking at a very specific digital artifact. Rather than reading a textbook on geology today, we are analyzing a snapshot of an online video platform's recommendation feed. So we can see how this community actually operates in the wild. Exactly. We're looking at the algorithm. And our starting point, like our ground zero for this whole exploration, is a rather unassuming video titled Learn About Rare Desert Stones. It's by a creator named RM Stones.
which on its own only has about 1,700 views. Yeah, 1,700 views, which isn't exactly going viral, but it acts like a digital keyhole. When you look through it, when you analyze the sidebar of recommended videos and see what the algorithm tightly associates with it, you uncover this sprawling subculture. It's completely fascinating once you dig in. So, okay, let's unpack this. Because we are looking way past just rocks here. We're looking at a modern world of dreamers, citizen scientists, and some truly wild algorithmic behavior. It really serves as a perfect microcosm of how the internet takes a physical, ancient human activity like foraging the earth and turns it into this hyper-connected phenomenon. The scale of that phenomenon is what surprised me first, honestly. I mean, we aren't talking about a few dozen geology enthusiasts chatting in a forum. Not at all. There is a video in this ecosystem titled Precious Stones and the Great Journey, The Hobby of the Rich and Poor, and it has over 220,000 views. That phrasing is so good. Right. The hobby of the rich and poor. It feels incredibly deliberate. Oh, it absolutely is. It perfectly captures the demographic appeal. It's basically framing the earth as an equal opportunity employer. Yeah. Imaginez un instant un code fiscal dont le but, c'est pas de financer les routes, les infrastructures ou l'armée d'un gouvernement. Imaginez plutôt un système, enfin une structure légale conçue pour garantir qu'une fraction de la richesse mondiale s'écoule en permanence. Ouais, des coffres qui stagnent vers les membres les plus vulnérables de la société. C'est ça, exactement. Et imaginez que tout ça soit appliqué pas par des inspecteurs des impôts qui toquent à votre porte, mais par une conviction profonde. L'idée que retenir cette richesse, ça entraîne une véritable corruption spirituelle.